Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. On va parler du cours des crypto-monnaies aujourd'hui. On a atteint des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis très longtemps. On va aussi vous parler de Coinbase, je vais vous parler de Lido et d'une faille de sécurité. On va parler de Do Kwon et de Christine Lagarde et plein d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et tout de suite, regardez les cryptos. Aujourd'hui, encore une hausse, 1,3%. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on commence à prendre un peu de recul, regardez le Bitcoin, on vient d'atteindre, on a dépassé les 38 000 dollars aujourd'hui, là on est passé légèrement en dessous, 37 700, mais ce niveau, c'est un niveau qui n'avait pas été atteint depuis vraiment très longtemps, on revient au niveau de quasiment mai 2022. Mai 2022, donc quand il y a eu la grosse chute. Donc on est en train de rattraper un peu tout ça. Sur un an, c'est assez fou, mais le Bitcoin, on est passé de 15 000 dollars 16 000 dollars à plus de 35 000, 37 000, 38 000 même aujourd'hui. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir que les cryptos commencent à reprendre des couleurs. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que, vous savez, moi, je suis pas du tout un spécialiste des graphes et je suis pas en train de vous faire une analyse de graphes. Mais ce que je vois, c'est qu'on est quand même en train d'atteindre un niveau, on va dire, pas très loin, on va dire, du plus haut historique. On doit être à 50%, ce genre de seuil. Et quand même, ce que je constate, c'est qu'on a toujours l'impression d'être en bear market d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue buzz autour des crypto-monnaies, d'un point de vue intérêt des gens. Donc on atteint des niveaux assez élevés avec au final peu de personnes qui semblent être encore dans l'univers des cryptos. Donc pour moi ça sent bon on va dire, ça sent bon pour le bull market si avec des peu de personnes on arrive à être ici à 38 000 dollars, qu'est-ce que ça sera quand ça va encore commencer à augmenter, qu'il y aura encore beaucoup d'intérêt, etc. Je pense que ça risque d'augmenter encore beaucoup prochainement. Donc quand, bien sûr, ça personne ne sait. Beaucoup me demandent c'est quoi tes prédictions sur le Bitcoin 2023, 2024, 2025, 2026. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Je hold sur le long terme, sur les principales crypto-monnaies que je détiens. Ensuite, on va parler du coup du contexte actuel. Je vous avais dit quand il y a eu l'annonce de Binance que pour moi je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle en fait pour tout l'écosystème. Et c'est ce que dit JP Morgan aussi. Il trouve que cette information autour du deal entre Binance et le DOJ et les autorités américaines, c'est une bonne chose en fait parce que ça élimine un risque qui pesait sur Binance, un risque très important. Disons, on va dire, suite à cet accord, il y a peu de chances maintenant qu'il y ait d'autres gros problèmes avec Binance. Les gens sont plutôt confiants. Maintenant, avec cet exchange, ils vont payer l'amende. C'est voilà, c'est le CZ est parti, il risque de la prison, mais au final, l'écosystème, je pense, se portera mieux grâce à ça, avec cette fin, on va dire, de l'affaire Binance contre avec les US. Plutôt une bonne chose, et JP Morgan pense ça aussi. Ensuite, bon, on a parlé de 38 000 dollars. Il y a aussi tout le buzz autour de l'ETF Bitcoin qui est en train de porter le cours du Bitcoin vers ces niveaux très élevés. L'affaire Binance aussi, c'est un élément en moins pour le Bitcoin. Et il y a une autre plateforme qui profite un peu de tout ça, c'est Coinbase. Coinbase, c'est un concurrent de Binance aux États-Unis. Binance, là, c'est bon, ils ont disparu des États-Unis. Et bah, Coinbase en profite pour augmenter énormément sur le marché de la bourse. Au début du mois, ils étaient à 77 dollars. Aujourd'hui, ils ont atteint les 116 dollars. Donc vraiment, ça augmente pas mal pour Coinbase, 50% de hausse en un mois. Et je vais vous parler de Lido tout de suite, mais juste avant, je vous rappelle, pour le Black Friday, j'ai réouvert les inscriptions à ma formation. Je les ferme très bientôt, c'est quand? C'est dans 2 jours. Donc vraiment, faites vite. Il y aura encore un rappel samedi, et ensuite, je pense que ça sera le dernier rappel, et je fermerai tout ça. Et voilà, je vous ai dit, il y a les 12 modules. Le prix, il est légèrement réduit pour le Black Friday. Vous avez 10% de réduction. Et voilà, et je le fermerai. Je ferme les inscriptions. Enfin, je fais ça par vague. Il y a de nouveaux apprenants. Ça prend du temps un peu d'échanger avec les gens. Il y a une séance de coaching aussi qui est inclus. Donc, je peux pas laisser les inscriptions ouvertes tout le temps. Et des fois, enfin là, par exemple, là, j'ai réouvert les inscriptions en novembre. Il y a eu une légère hausse des prix parce que j'ajuste en fonction du contenu, en fonction des gens aussi, en fonction des nouveaux arrivants, en fonction d'un certain nombre d'éléments que je rajoute. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour pas rater l'offre actuelle. Ensuite, enfin c'est dans la description. Ensuite, on va parler de Lido, c'est un protocole de staking. Et il y a eu beaucoup de buzz autour d'une faille de sécurité qui a été trouvée chez un opérateur chez Lido. Il faut savoir que Lido s'est constitué d'une trentaine, ou j'ai plus le nombre exact, 30-40 opérateurs différents qui valident les nœuds sur Ethereum.
Et en fait, là, il y a eu une faille de sécurité qui a été trouvée chez un de ces opérateurs. On ne parle pas ici d'une faille dans les smart contracts, vraiment, c'était une faille au niveau du logiciel, au niveau du serveur web, on va dire c'est une faille 2.0, c'est pas une faille du web 3.0, mais c'était une faille qui a été trouvée qui permettait d'obtenir les clés privées des validateurs d'un certain opérateur chez Lido. Donc là, les gens sont inquiétés. Il y a eu pas mal de titres dans les journaux français ou autres, comme quoi, attention, c'est une faille qui mettait des milliards de dollars à risque parce que les clés privées des validateurs étaient à risque. Mais en fait, c'est pas ça, parce que sur Ethereum, ça fonctionne pas comme ça. Et j'ai fait un tweet sur le sujet, je vais vous le montrer si je retrouve. En fait, les validateurs sur Ethereum, ils ont une adresse de retrait qui est définie lors de la création du validateur. Et même si on arrive, voilà, je l'ai fait ici, je vais lire mon tweet, ça va être plus simple. Le fait d'obtenir les clés privées des validateurs Ethereum ne permet pas de voler les Ethers des validateurs. Chaque validateur a une withdrawal adresse configurée dans le validateur qui ne peut être changée. Donc c'est le seul endroit où les retraits peuvent être effectués. Donc il n'y avait pas des milliards de dollars qui risquaient d'être perdus. Mais la problématique, c'était plus que grâce à cette faille, un attaquant aurait pu prendre le contrôle de 1,2% du réseau Ethereum. Et en soi, c'est pas si grave, mais c'est un premier pas pour réaliser une attaque sur Ethereum où à partir de 33%, on peut commencer à faire des choses intéressantes telles que bloquer la finalité des blocs. Donc, c'est-à-dire bloquer le fait que le réseau fonctionne bien et qu'on soit sûr que les blocs ne vont pas bouger. Donc bon, c'est pas bien, clairement, ce qu'a fait le validateur, mais c'est pas non plus critique pour le réseau. Mais après, ça n'empêche que, c'est ce que j'explique dans tout un module sur le module sécurité de ma formation, il y a plein de risques dans la finance décentralisée, dans le staking et dans tout ça, donc il faut bien prendre en compte tout ça. Je vous montre comment analyser la sécu d'un projet. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte quand on fait de la DeFi sur l'aspect sécurité, mais surtout le point principal, diversifiez-vous. Ne mettez pas tous vos cryptos sur un seul protocole. Il peut y avoir un cas extrême où il se passe quelque chose de dramatique, et là, c'est le plus... là, ça peut être très grave si vous avez toutes vos cryptos dans un seul protocole. Ensuite, je vais vous parler de Do Kwon. Donc on se rappelle Do Kwon avec Terra Luna, l'affaire UST. Il a été arrêté au Monténégro depuis quelques temps maintenant, mais pas à cause de l'affaire Terra Luna, c'est plus parce qu'il avait des faux papiers. Il a été condamné à 4 mois de prison, et là en fait, il devrait bientôt être extradé soit vers la Corée du Sud, soit vers les USA. On ne sait pas encore où est-ce qu'il va aller. Je pense qu'il aimerait aller en Corée du Sud plutôt qu'aux États-Unis. Ça risque vraiment de chauffer pour lui aux États-Unis. Mais voilà, ça risque de faire encore un procès qui va durer très longtemps avec beaucoup de buzz sur le sujet, comme on a pu le voir avec l'affaire SBF aux États-Unis. Ensuite, on a eu cet article de presse de Reuters sur Christine Lagarde, donc la chef de la Banque centrale européenne, qui nous parle de son fils. Son fils qui a perdu quasiment toutes ses cryptos, il a perdu près de 60% de ses cryptos, il a ignoré tous ses conseils alors qu'elle lui avait dit attention les cryptos c'est pas bien. Et après suite à cette perte, ils ont échangé et il a admis qu'au final c'était elle qui avait raison. Et elle dit bah voilà, vous savez, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une opinion défavorable des crypto-monnaies. Donc bon, elle est juste en train de confirmer vraiment que les cryptos sont très mal perçus au niveau des banques centrales, et je pense au niveau de la Banque centrale européenne, il n'y a pas de doute. Les banques centrales veulent de toute façon créer leur propre cryptos, enfin, c'est ce qu'ils appellent les CBDC, les monnaies numériques des banques centrales. Et pour elles, les cryptos, c'est une menace en fait pour leur existence. Pour moi, les crypto-monnaies, c'est vraiment se passer des banques centrales. C'est prendre le contrôle monétaire aux banques centrales. Comment fonctionne le contrôle monétaire sur le Bitcoin? Eh ben, c'est dans le code et puis c'est tout. Personne ne peut imprimer de nouveaux Bitcoins. Sur Ethereum, comment ça marche? C'est défini avec l'algorithme et il y a moins d'Ether ou plus d'Ether en fonction de l'utilisation du réseau. Encore une fois, c'est défini de manière algorithmique. Il n'y a personne qui vient pour décider de générer plus ou moins de Bitcoin. Et c'est pareil sur un certain nombre d'autres crypto-monnaies. Donc vraiment, c'est pour moi une information qui change pas grand-chose, juste ça nous confirme qu'il y a vraiment une forte... beaucoup de personnes qui n'aiment pas tout simplement les crypto-monnaies au niveau des institutions. Ensuite, on va parler de Blur. Blur, c'est le token de la plateforme de NFT qui a fait une très forte hausse de 31% sur les dernières 24 heures. Pour deux raisons, ils ont été listés sur Binance, donc ça c'est très très intéressant. Le fait que Blur arrive en fait, sur le plus gros exchange au monde, ils ont, tu sais, ça va être listé sur Binance.
Donc ça a bien fait pump le token. Et il y a aussi la saison 2, l'airdrop saison 2. C'est quelque chose que Blur fait régulièrement en fait. Contrairement à un certain nombre de projets qui ont fait un seul airdrop au lancement, Blur utilise des airdrops de manière très régulière pour inciter l'utilisation du protocole, de l'application, et c'est comme ça qu'ils ont gagné énormément de parts de marché par rapport à OpenSea qui était largement leader. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. Et si on va rajouter une dernière news sur KyberSwap, j'en ai largement parlé hier, donc je vais pas longuement parler hier, donc je vais pas rentrer en détail sur le sujet, mais il faut savoir que KyberSwap vient d'offrir 10% de récompense aux hackers, enfin, pour qu'ils rendent les fonds. En gros, ils lui disent, genre, voilà, tu as pu obtenir 50 millions de dollars, rends-nous 45 millions de dollars et tu peux... tu n'auras pas de problème avec la police, etc. On va voir s'il va accepter. Il faut savoir aussi qu'il semblerait que ça soit le même hacker de Index Finance. Il avait 18 ans, c'était un Canadien de 18 ans qui avait un PhD, qui était en train d'étudier pour avoir un PhD. Bref, c'était un génie des maths qui aurait fait ça. Bref, une histoire très très intéressante sur sa vie, etc. Mais il est en procès, il est toujours en train de dire code is law, donc en fait que lui il n'exploite pas vraiment de failles de sécurité, c'est juste le code qui a fonctionné comme il était censé fonctionner. Mais pour l'instant, il n'a pas réussi à convaincre la justice de ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ou plutôt, je sais pas honnêtement, ça sera demain ou dimanche. Je sais pas encore quel jour de repos j'aurai cette semaine. Au revoir.